invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Riche-Flores est avec nous ce soir, économiste et présidente de RF Research, membre également de Caleis 360. Véronique, bonsoir. Bonsoir. Jeanne Asraf-Biton nous accompagne également, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Grégoire. Et Valérie Gastaldi à nos côtés également, stratégiste chez Day by Day. Bonsoir Valérie. Bonsoir Grégoire. Les marchés actions américains sont fermés. Parlons alors des actions américaines au quasi-terme de cette année 2024. Je le disais, Valérie, on va comptabiliser sans doute une domination sans partage des actions américaines en termes de performance. Je donne quelques chiffres. Donc, l'Europe est autour de 0. Enfin, le CAC est à -5. Le S&P est à plus 25. Je crois que si on met tout en dollars, les écarts entre les États-Unis et l'Europe sont peut-être historiques, en tout cas depuis des décennies. Je voyais que la prime de valorisation des actions américaines par rapport au reste du monde est également démentiel. C'est 60% de prime de valorisation aux États-Unis par rapport au reste du monde. Le MSCI World ex-US est à plus 3% seulement, quand on est, je le rappelle, à plus 25% sur le S&P 500. Bon. Que nous dit quand même cette situation au terme de l'année 2024 ? Est-ce qu'elle est justifiée par un certain nombre de fondamentaux, par des événements, par la politique qui ont animé cette année 2024 ? Et surtout, qu'est-ce que ça inspire quand on est dans cette saison de perspective ou de réflexion prospective pour l'année à venir ? Alors, je vais laisser Véronique et Jeanne s'exprimer sur est-ce que les fondamentaux justifient le niveau du S&P 500, parce que mon avis, c'est un avis de café du commerce, donc on va s'en passer. En revanche, je veux bien commencer par la fin et dire ce que j'en pense sur les perspectives. Ouais, bien sûr. Que peut-on penser après un rallye pareil ? Alors moi, j'ai un chiffre un petit peu différent, mais je regarde rarement les performances à partir de la date en date au calendaire. 1er janvier, d'accord. Par trimestre, année, etc. Ça m'intéresse pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est les décalages entre extrêmes. Et depuis fin octobre 2023, donc la dernière fois où on a eu une baisse un petit peu conséquente sur le S&P 500, parce qu'on n'en a pas eu depuis plus d'un an maintenant, 13 mois, il a pris 50%. On était à 4100, on est autour de 6000, donc je vous l'arrondis à du 50%. Alors, je me suis dit, 50%, c'est beaucoup. Est-ce que tu te fais une idée à croire que c'est beaucoup ou pas ? Est-ce que ça se produit régulièrement ou pas ? Alors, quand on peut facilement regarder ça sur un graphique, on peut afficher les taux de variation, et oui, ça se produit assez régulièrement que le S&P 500 gagne 50%, voire même un peu plus. Mais si on s'intéresse aux cas, aux situations au cours desquelles le S&P 500 a gagné 50%, ce qui est systématique, c'est après chaque crash. Donc, vous prenez 2007, vous prenez 1987, vous prenez 1930, vous prenez 1943, 1972, enfin 71, 72. Tous ces moments-là, le S&P 500, paf, il reprend 50% en un an, c'est systématique. Le nombre de fois, donc je suis remontée à 1930 pour ma documentation, ça lui est arrivé 2 fois, sinon, de prendre plus de 50%. D'accord. Du plus bas au plus haut. Pas en année calendaire, une fois encore. Donc, est-ce que c'est possible ? Oui. Mais en fait, ça a été 50%, ça n'a pas été beaucoup plus. Donc, statistiquement, on est quand même en train on se balade déjà quand même dans le haut du panier, quoi. Statistiquement, c'est pas particulièrement futé de parier sur la poursuite de ce mouvement. Maintenant, ce que je vous disais déjà il y a un mois, sur les actions américaines, c'est pas encore le moment non plus de se dire... Enfin, ça dépend des quantités qu'on aurait à vendre, bien entendu. Mais pour le moment, on peut pas dire que ça soit terminé. Ça peut encore se poursuivre. On peut peut-être encore gagner 3%, 4%. Il y a plus de probabilité encore que ça continue de monter aujourd'hui aux États-Unis. Plus il va monter, plus il est difficile à arrêter. Et je dirais même que... en ce moment, étant donné qu'on a un grand écart, comme vous le soulignez, entre ce qui se passe en dehors des États-Unis et ce qui se passe aux États-Unis, quand un investisseur doit placer des capitaux, il est encore moins motivé à venir placer en Europe ou en Asie qu'aux États-Unis. Donc, il y a cet effet qui est purement comportemental, qui n'entre normalement pas dans les modèles fondamentaux, mais enfin, vous en parlerez. Voilà. Et après, bien entendu... on a quand même toujours tendance à investir au regard des performances passées, quoi.
Alors, sur tous les prospectus, il y a marqué que la performance passée ne doit pas servir à prendre sa décision. C'est précisé à chaque fois. C'est précisé à chaque fois. Et moi, j'essaye plutôt de construire des portefeuilles à volatilité très limitée. En ce moment, je suis en train de sortir toutes les valeurs à haute volatilité, même si pourtant, c'est des secteurs parfois qui m'intéressent toujours. Mais juste par principe, parce que j'estime qu'à partir de maintenant... vu la vitesse à laquelle les marchés baissent, et peut-être que j'aurai du mal à réagir. Et voilà. Voilà. Donc la tendance est là. La tendance est là. On a des pays européens effectivement qui sont très sous-performants, une Asie qui est très sous-performante, et une chose à surveiller qui reste le yen quand même, parce que ça commence à nouveau un petit peu à se poser des questions au Japon. On a en tête l'épisode du mois d'août, quoi. Oui, bien sûr. Alors on a en tête l'épisode du mois d'août, mais enfin. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent motiver une reprise de la hausse des taux lentement, mais il faut qu'il la gère, cette hausse des taux. D'autant que la hausse des salaires est là. On n'a pas fini avec ce qui a fait bouger un peu les marchés au début du mois d'août. C'est ça, c'était l'épisode estival, une accumulation de sujets, mais notamment la hausse de taux du Japon et de la Banque centrale japonaise. Pourtant, qui était ridicule, bien entendu. Oui, mais... Petit caillou comme ça qui est venu se mettre dans la mécanique des marchés. Jeanne, je reviens à cet écart effectivement historique qu'on observe et qu'on observera sans doute encore d'ici quelques semaines quand on fera le bilan de cette année 2024. Oui, alors si je me place sur un plan purement technique, pas fondamental, quand on regarde les indicateurs d'exubérance, même sur le marché américain, on est sur des niveaux très bas. Voilà, bon. C'est vrai ou pas? Non, je ne suis pas d'accord. Alors, j'ai un indicateur. Il y en a beaucoup, mais il y a un indicateur qui regarde le pourcentage de titres dont le RSI à 14 jours est supérieur à 70 sur les 500. Mais c'est très court terme, ça. C'est ce que j'ai dit. Technique, très court terme. Okay. Je parle technique long terme aussi, c'est pour ça que... Oui, non, pardon. Non, d'accord. Les indicateurs techniques, tactiques presque, on pourrait dire. Donc ça, c'est des indicateurs de surachat, c'est ça? De surachat, il n'y en a pas. D'accord. À aujourd'hui. OK. Voilà. Donc ça, c'est un premier aspect. L'autre chose, je pense que fondamentalement, on regarde quand même les comportements de marché simplement parce qu'ils reflètent des fondamentaux. Et que les fondamentaux, par définition, ils ne changent pas tous les jours. Donc, il y a des inflexions. Et puis, il y a quand même des fondamentaux. Or, dans les fondamentaux de ces dernières années, quand on regarde les États-Unis d'un côté, l'eurozone ou l'Europe de l'autre, on peut faire simple, en oubliant les autres zones qui ont parfois des caractéristiques un peu différentes, on va se dire, les États-Unis sont devenus indépendants énergétiquement, dans le même temps où l'Europe conserve sa dépendance énergétique, elle a une vulnérabilité géopolitique qui est bien plus grande que celle des États-Unis. Il n'y a pas de front de défense commun. Ensuite, on peut accumuler, on va dire, exemples. les choses fondamentales. Et à cela s'ajoute le fait que, avec le premier mandat de Trump, il y a eu une grande coupure dans tout ce qui était de l'ordre de la réglementation aux États-Unis, ce qui a quand même propulsé, entre autres, l'indépendance énergétique, puisqu'en fait, c'est là qu'on a vu la production de pétrole. Mais c'est plus général que ça. Et donc, on a vu la baisse des taux d'imposition qui ressemble, qui s'est effondrée, effectif. Je ne parle pas du taux d'imposition fixé par le gouvernement. Ils sont à 16% sur l'ensemble au niveau des comptes de la nation. Donc, c'est extrêmement faible. Donc, on a vu tous ces phénomènes, alors que de l'autre côté, en Europe, on a vu une Europe qui a passé crise par crise. Ça a été la crise de l'euro, ça a été tout ce qu'on veut, plus... Aujourd'hui, au plan géopolitique, c'est compliqué. En plus, les deux piliers de l'Europe, que sont l'Allemagne et la France, n'ont plus du tout l'air de parler d'une voix commune sur, en fait, la plupart des sujets. C'est-à-dire qu'il n'y a plus trop de voix pour l'instant. C'est un peu le vacuum, quoi. C'est un peu le vide. Ils parlent tous. Oui. Ils parlent tous beaucoup, mais c'est pas toujours dans le même sens. Donc pas pour ça qu'ils portent une voix, forcément. Non, j'entends. Ça veut dire que je trouve qu'il y a quand même des plus... En Europe, nous avons accru les réglementations. On peut voir les dégâts sur l'automobile, d'une façon qui est inouïe. Et on continue. Et de l'autre côté, aujourd'hui encore, l'Europe a décidé de s'attaquer
à son déficit excessif, enfin au déficit excessif d'un certain nombre de pays, là où les États-Unis, et ça aurait été exactement la même chose si les démocrates étaient passés, ils savent qu'ils auront un déficit budgétaire de 6 à 7% du PIB pour les 10 prochaines années, et ils s'en fichent. Point. Donc, ce sont des fondamentaux qui ne dépendent même pas des questions de tarifs douaniers. Non, on a pris deux voies radicalement différentes. Un graphique qu'on m'a montré là hier, d'ailleurs, c'est la formation, l'investissement, la formation en capital fixe. Vous prenez un graphique sur 10-15 ans, enfin je me tourne vers l'économie, mais c'est la mâchoire de crocodile, quoi. Donc on se demande pourquoi les États-Unis sont plus productifs aujourd'hui. Les gens pensent que c'est grâce à ChatGPT. Non, ça a commencé bien avant. Mais bien sûr, et c'est lié à toutes les politiques qui ont été mises en œuvre, qui étaient des politiques extrêmement agressives de soutien à l'investissement. Avec une défiscalisation complète pour les entreprises des investissements qu'elles faisaient. Donc une incitation colossale. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant un temps, on n'a eu que de l'investissement productif, donc équipement, intelligence, etc. Et puis l'année dernière, comme il y a eu d'autres incitations fiscales, il y a eu un boom de l'investissement de structure. Et là, récemment, c'est l'investissement productif qui repart. Et je trouve que quand vous regardez ces divers éléments et quand vous regardez l'écartement entre les zones des marchés boursiers, en fait, vous trouvez aussi l'écartement de ces derniers mois en termes de momentum économique. On pourrait mettre les courbes, c'est presque une corrélation parfaite. Là où l'Europe, ces derniers temps, France bien sûr, n'a pas cessé de décevoir en termes d'activité, les États-Unis n'ont pas cessé de reprendre à la hausse. Moyennant quoi, et je ne regarde pas 2025, juste 2024. Si je regarde les anticipations du consensus de marché, il a révisé en hausse les États-Unis à 2,7%, alors qu'il a révisé en baisse l'eurozone. Et encore, ou à peu près étal, et encore, heureusement qu'on a l'Espagne. Donc le marché n'est pas totalement déconnecté de la réalité, mais pas du tout. Non, et là, je n'ai même pas fait allusion aux 7 magnifiques, etc. Pour conclure sur votre point, Jeanne, c'est-à-dire, quand on construit une allocation, qu'on réfléchit à une allocation pour 2025, c'est difficile de se dire qu'on ne va pas continuer de surpondérer les actions américaines. C'est difficile, en tout cas, de se dire que c'est le bon moment pour surpondérer les actions européennes. Non, je suis honnête, parce que même si vous les regardez en valorisation, on peut dire, comme ça a été dit tout à l'heure, à juste raison, que la décote européenne sur américaine, c'est 50%, 40-50. Néanmoins, quand vous regardez quand vous regardez le dynamisme, on va dire, vous vous dites que, et quand vous regardez l'Europe par rapport à son historique, en termes de PE, on est sur la moyenne des 10 dernières années. On n'a pas de décote historique par rapport à nous-mêmes. Oui, non. Oui, mais bon, c'est simplement que pas très cher. La prime s'est accrue aux États-Unis quand elle n'a pas bougé chez nous, quoi. Voilà. Véronique, qu'est-ce que ça vous inspire ? Et alors, c'est ça qui est aussi fascinant avec l'Europe, c'est que tout le monde étant en permanence assez pessimiste sur l'avenir de l'Europe, le moindre mouvement ou bouger à la marge peut aussi modifier la perception à un moment des investisseurs, peut-être. Oui. Je vois bien. Vous voyez où je vous amène, hein. Non, mais bon. Les chances de l'Europe pour 2025, allons-y. Moi, je trouve qu'il y a une grande cohérence entre ce qui vient d'être dit. Et finalement, ça nous permet d'adresser le sujet. Et les vraies questions qu'on se pose, elles sont là. Le marché américain a quand même performé dans des proportions qui font que, on a quand même du mal à se dire, allez, il faut continuer à y aller tête baissée. Donc on cherche des alternatives. Et cherche en Europe, malgré tout ce que vient de dire Jeanne, que je partage complètement, et qui est malheureux. D'ailleurs, j'aurais envie de dire vive Thanksgiving, parce que quand même, on respire un peu aujourd'hui, maintenant que les Américains sont en train de... Quand il n'y a pas d'actions américaines à acheter, on achète un peu d'actions européennes quand même. On referme ma parenthèse. Et du coup, la conviction, c'est laquelle ? C'est que les actions européennes ne vont pas surperformer le marché américain. D'accord ? Qu'elles récupèrent néanmoins et qu'elles arrivent au moins à faire à peu près comme le marché américain
celui-ci étant, à mon avis, amené à un moment donné à souffler un petit peu et à avoir des tendances un peu plus soutenables, ou je ne veux pas dire raisonnables, mais un peu plus, voilà, et qu'on envisage un peu plus soutenable en tout cas. Donc, et c'est ça qu'on va essayer de voir, parce qu'il peut y avoir des opportunités. Et l'opportunité, pour moi, elle est peut-être allemande, avec toutes les précautions qu'on peut envisager. Mais si elle est allemande, au bout d'un moment, elle va peut-être devenir un peu française, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui et l'état de désolation qui est le nôtre et qui est celui de tout un chacun ou de tout observateur qui se pencherait sur la situation de notre pauvre pays et de nos débats budgétaires. Donc, et c'est là l'histoire, à mon avis, c'est que moi, fondamentalement, j'ai pas du tout envie de recommander ou d'envisager d'acheter le marché américain là où il en est. Ça veut pas dire qu'on va le vendre, parce qu'effectivement, on n'a pas d'indicateurs qui nous disent oh là là, non, on les a pas. Mais il pourrait venir. Il pourrait venir d'où ? D'abord, de ce que va nous dire la Fed au mois de décembre. Est-ce que le FOMC va nous brandir des dot plots avec 250 points de base de baisse des taux, là ? Dans quelle mesure ils Même vont, le marché n'y croit plus, hein, donc... Ben oui, mais les annonces, le marché croyait beaucoup aux 250 points de base de baisse, et puis quand ça a été annoncé, ça fait quand même, ah bon, ils vont jusque-là. Bon. Donc, même si... donc ça, c'est la première chose. Hein. Et puis au-delà de ça, là, c'est est-ce qu'on baisse les taux au mois de décembre ? Ça commence à devenir un peu limite quand même. Pour la Fed ? De la Fed. Et y compris en début d'année. Où on va en début d'année ? Là, il y a une zone d'interrogation, en tout cas, qui peut venir un peu chiffonner les esprits. Deuxièmement, la réalité des marges de manœuvre de la future équipe, Donald Trump. C'est facile de dire on va baisser les impôts, on va augmenter je ne sais plus quoi. Bon, bref, les tarifs, il n'en reste pas moins les droits de douane. Pour baisser les impôts dans les proportions, alors c'est échelonné, effectivement, tout n'est pas promis pour les 2 prochaines années, mais enfin quand même. Pour préparer les baisses promises, il faut quand même resserrer les dépenses dans des proportions un petit peu indigestes. Les États-Unis, c'est quand même pas l'Argentine. Et le S&P, c'est pas le Merval. Donc calmons-nous, j'ai envie de dire, parce qu'à un moment donné, il va falloir faire les comptes. Et avec le futur responsable au Trésor, secrétaire du Trésor, Scott Bessent, qui est un petit peu moins fou peut-être que d'autres, ou en tout cas que ceux qui peuvent l'entourer. Lui, il est plutôt à nous dire, pour l'instant, déficit à 3%, ce qui est assez atypique aux États-Unis. Donc, ce qui est surtout inatteignable, j'imagine, sur un mandat de 4 ans, Véronique. C'est sans doute inatteignable. Et peut-être pas souhaitable, d'ailleurs, j'en sais rien. Ça veut dire que là, il y a un personnage qui semble un petit peu raisonnable, peut-être complètement illusoire, mais qui peut un peu gêner la mise en place des promesses budgétaires. Donc l'effet euphorique Trump sur les marchés peut à un moment rencontrer une forme de résistance. Ça peut être un peu compliqué. Enfin, de 2 choses l'une. Soit on écoute Elon Musk et Vivek, je m'arrêterai à Vivek. Oui, et on se dit, demain c'est l'Argentine aux États-Unis. J'y crois pas un instant. Non, personne. J'y crois pas un instant parce que c'est pas l'Argentine, c'est on la n'est pas obligé de prendre tout ce que dit Trump pour argent comptant, Véronique. On a l'habitude de ça. Il faut l'écouter un peu, mais pas totalement, quoi. Comme tous les politiciens. Ni plus ni moins que les autres politiciens. Un peu plus que la moyenne. Ouais. Ça dépend. C'est plus bruyant. En fait, c'est plus tout dépend caricatural. où on met le curseur, que ce soit en termes de promesses fiscales, de dépenses, y compris d'inflation en réalité, et de protectionnisme. On voit bien comment il fait. En fait, on retrouve Trump, on se dit, mais oui, c'est ça. On tape. Et puis après, on ouvre le dialogue. Mais regardez, c'est il l'a fait avec le Mexicain. Il s'est appelé avec Claudia Sheinbaum. Conversation merveilleuse. Elle a arrêté l'immigration en 2 jours. Exactement. Évidemment, c'est pas du tout ce qu'elle raconte. Mais c'est pas grave. Pour Trump, ça y est. Voilà. Donc c'est la politique spectacle. Ce qui veut dire que quand même, sur les fondamentaux, de la même manière, quand on regarde l'effet des baisses de taxes
c'est pas facile, 2018, de retrouver dans les bénéfices des entreprises, etc., après impôts, bien sûr, l'effet des baisses de taxes. En fait, il y a une grosse baisse en début 2017, et puis après, il se passe plus grand-chose. Oui, c'est un one-off, ça joue comme un one-off. Et c'était avant l'heure, en fait, donc c'est un peu troublant, mais bon, bref. Donc là, on a l'impression quand même que les marchés se racontent des histoires incroyables. Alors c'est bien, ça donne le moral, même à nos investisseurs européens, parce que finalement, on se dit, mais pourquoi ils ont le sourire comme ça? C'est aux États-Unis, tu as vu ce qui se passe. Donc on en oublie les fondamentaux de nos propres marchés et accessoirement un peu du reste du monde. Et on est dans une espèce d'ambiance. Trop d'optimisme autour de Trump sur les US et sans doute peut-être trop de pessimisme pour l'instant, il n'y a pas de menace de taux d'intérêt, il n'y a pas vraiment d'inflation non plus vraiment menaçante, donc on a un petit peu de temps. Donc on comprend bien, mais c'est quand même... Voilà, moi, je trouve que c'est pas du tout confortable. J'aime pas ces environnements-là, pour tout dire, à vrai dire. Mais en dehors des fondamentaux, en réalité, on a beaucoup de mal à coller des fondamentaux, si ce n'est effectivement ce qu'a dit Jeanne, mais qui rentre moins dans l'aspect stratégique, qui est vraiment, qui sont des fondamentaux, le grand écart structurel qui fait bougrement peur pour l'Europe. Et la grande question, est-ce que l'Europe peut se réveiller ? C'est pour ça qu'on se dit, tiens, l'Allemagne, les élections, l'Allemagne est peut-être en train de penser à se prendre en main. On en souffrira, nous, France, il ne faut pas imaginer, mais on pourra peut-être profiter un peu plus de l'impulsion Donald Trump américaine. Voilà. Valérie, alors, dans votre grille d'analyse, Trump, vous le mettez où ? Quel effet il peut produire ? Est-ce que c'est un effet positif ? Est-ce que c'est un effet négatif ? Est-ce que c'est un effet neutre ? Est-ce que sans Trump, on aurait la même histoire ? Enfin, qu'est-ce qu'il amène quand même dans le jeu des marchés, dans le comportement aussi des investisseurs ? Alors, moi, quand je regarde les marchés, ce que je vois, je fais très attention de ne pas projeter ce que je pense. Je pense que ça n'a pas d'intérêt, et puis surtout, ça ne me sert à rien de savoir ce que je pense. Ce que je dois savoir, c'est ce que pensent les autres. Et donc, si sur les marchés actions, ce sont les marchés qui sont les plus émotionnels et qui n'ont aucun moyen d'avoir une valorisation sensée. On peut mettre absolument ce qu'on veut. On a bien vu ce qui se passait avec les taux sans risque, mais on continue à avoir des modèles dans lesquels il faut mettre des taux sans risque. C'est pas grave, on ne sait pas ce que c'est, mais on en met. Pardon, Jeanne. Non, parce que pourquoi tu dis pas ? Tant mieux. Et donc, les marchés obligataires sont quand même un peu plus structurés. Ils sont un peu plus gênés aux entournures pour faire n'importe quoi. C'est plus compliqué. Donc, j'aime bien regarder les marchés obligataires. Et après, j'aime bien aussi regarder les marchés de devises qui ne sont pas simples du tout. Il n'y a pas franchement de fondamentaux. Enfin, si, il y a des fondamentaux, des fondamentaux de modèles. D'ailleurs, on a bien vu. Des prix. Ce qui réagit le plus fort, c'est tout de suite les devises quand même. Oui, sur des tarifs. Ils sont très émotionnels aussi. Enfin, mais moins que les actions réagissent retour. Oui, c'est lié. Mais avec quelque chose en plus. Que avec les quelque chose en plus. On retrouve des corrélations quasi parfaites avec les écarts de taux. Quasi. Quasi, oui, mais enfin bon. Alors, bon, mais moi je trouve qu'ils sont un peu plus émotionnels. Donc j'aime bien regarder ce qui se passe sur ces marchés-là. Et finalement, ils nous disent que le marché est complètement partagé. Parce que autant on a eu des tendances très marquées sur les actions avec un grand écart entre différentes zones et même entre différentes actions. Parce que si vous prenez le début de la cote avec Apple, elle est quand même toujours au plus haut. Si vous prenez la fin de la cote avec je ne connais pas. Walmart non, pas Walmart. Walmart, c'est au plus haut. Walgreens, d'accord. Walgreens, c'est au plus bas. D'accord. Walt Disney, elle s'est un petit peu repris, mais elle était au plus bas aussi. Donc prenez un nom avec un A, si vous donc, ce grand écart, il existe sur des actions, il existe sur des pays. Mais quand on regarde sur les obligations, on a un marché qui est plat, qui est complètement étal. Depuis 2 ans, on oscille. On oscille, d'accord. Et il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que, en fait, personne n'a de visibilité. Grégoire nous envoie toujours une liste de questions avant. Et en fait, parfois, il a des questions qui sont assez de technique de marché, ou enfin, vraiment de fondamentaux de marché. Et en fait, là, les questions étaient purement politiques. Avec quel rôle va jouer tel personnage ? Qu'est-ce qui pourrait...
Et voilà bien des choses sur lesquelles personne ne peut... on peut tous parler. On peut spéculer. On peut tous On parler. peut spéculer. Mais au-delà de parler, on ne D'accord. peut rien prévoir du tout. Déjà, prévoir... Avec des modèles et tout, on sait qu'il faut être patient parfois. On n'avait pas prévu que Trump allait attaquer le Canada, par exemple. Autant la Chine, on savait, autant se retrouver un matin avec 25% sur le Canada. C'était pas écrit dans le programme Trump, par exemple. Et avec 25% et 10% annoncés pour la Chine. Exactement. C'est bizarre quand même. Enfin bon. Oh, bah. Donc voilà, on est quand même dans cette situation où il y a à boire et à manger. En fait, dans le programme de Trump, comme il y aurait eu dans le programme démocrate, d'accord. en fait, et le marché américain sur les actions reste le plus attractif, et c'est parce qu'il est le plus attractif par rapport qu'il continue à progresser, parce qu'il n'y a pas d'alternative, et que dans l'ensemble, tant qu'il y a une possibilité d'avoir une attitude de prise de risque mondialement, on est obligé d'aller aux États-Unis. Mais si on regarde sur les autres marchés, il n'y a pas d'attitude d'appétit pour le risque particulièrement marqué, ni de défiance particulièrement élevée non plus. On reste dans cette période qu'on appelle de consolidation. D'accord. Et après, le jeu des pondérations aussi fait pas mal de choses dans l'évolution des indices, bien entendu. Voilà. Donc, je ne sais plus de quelle question on était parti. Non, la question c'était Trump. Ce que ça implique, Trump, ce que ça apporte dans la dynamique de marché ou pas, quoi. On est allé se positionner sur un extrême de l'intervalle sur les devises, c'est-à-dire que le dollar a beaucoup progressé et potentiellement il pourrait poursuivre la progression l'année prochaine. Parce qu'il va la poursuivre tout de suite, on est fin novembre, là, je ne sais pas. Il y a déjà eu des mouvements forts, là, quand même, en quelques semaines. Il y a déjà eu des mouvements forts, mais enfin, cela dit, à moyen terme, le dollar peut poursuivre à un rythme un petit peu plus calme, peut-être que ce qu'on a eu d'octobre à novembre. Donc, c'est peut-être le premier signal important qui serait donné. D'accord. La force du dollar. Maintenant, est-ce que ça serait à cause d'un mouvement sur les taux ? Ou est-ce que ça serait autre chose ? Parce que sur quelques mois, il n'y a pas de corrélation parfaite. Je ne sais pas. Mais dollar, ça, c'est une conviction, c'est quelque chose d'assez central pour vous pour 2025. Je ne pense pas que ça soit non plus super durable, a priori, mais il y a quand même 5-10% potentiellement à gagner. Donc ça nous mettrait quoi, l'euro-dollar à parité ? On pourrait reperdre après. Ça nous mettrait l'euro-dollar à parité potentiellement ? Oui, d'accord. Potentiellement. On l'a vu déjà. Sans problème. Même un petit peu plus bas pour l'euro. Ouais. Donc c'est octobre 2022. Véronique, je vois que vous voulez dire un mot, et puis après Jeanne, bien sûr. Je dirais, Trump, il me semble que ce qui peut caractériser le plus le retour de Donald Trump aujourd'hui, c'est la déréglementation, la dérégulation. Et c'est là que, à mon avis, se posent beaucoup de questions également. Que va faire l'Europe ? Qui est quand même allée dans une direction complètement opposée. Est-ce qu'on s'enferme dans la direction dans laquelle on est ? Jusqu'où ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on détricote un petit peu ? Je pense aux banques, quand on voit la performance relative des bancaires américaines avec l'élection de Donald Trump et européennes, pour d'autres raisons d'ailleurs aussi. Mais et est-ce qu'on peut s'enferrer ? En fait, c'est ça la question. Ou est-ce qu'à force de s'enferrer, ça ne veut pas dire qu'on va se déliter complètement ? J'ai l'impression que la paralysie... Alors, on a ça aussi. Draghi dit, on a essayé les sorties. Bon, ça a été catastrophique. Personne n'a voulu et n'a pu ou n'a réussi à sortir de l'euro. C'était Hôtel Californien. Là, on est dans une séquence de paralysie qui semble assez mortifère si elle se prolonge. Donc l'autre voie, c'est celle que Draghi prône, bien sûr. C'est l'intégration, la prise de risque, etc. Bon, Jeanne, je vous laisse, je suppose. Non, j'aurais dit peut-être quelque chose quand même. C'est que je trouve qu'il y a beaucoup plus de rationalité que d'émotion dans les marchés depuis un moment déjà. Et je trouve qu'en fait, on s'attache à une image. Mais qu'il y a une réalité des faits derrière. Alors, il y a l'image que même peut projeter Trump quand il est dans l'exagération, ce qui est devenu la façon de communiquer de 80% des communicants. Ils n'arrivent pas à communiquer autrement que dans l'outrance. Bon. Maintenant, si on dépasse un peu ça, il a une approche transactionnelle.
C'est-à-dire qu'il fait des deals. Et il fait des deals au profit des Américains. Et il a commencé avec le Canada, avec le Mexique, et il va continuer. Ces deals veulent dire qu'il va entrer en négociation sur tous les sujets. Donc moins de tarifs que ce qu'il a annoncé. Mais comme la première guerre commerciale. Mais bien sûr. Il avait dit 45% sur la Chine, il en a mis que 20 sur la Chine à l'époque. Il a des contraintes. S'il voulait appliquer des tarifs pour tout le monde, il aurait besoin des votes, etc. Pour le faire par décret, il suffit qu'il le fasse au coup par pays. Certains de ses conseillers disent que de la première truc, quand il devait rencontrer quelqu'un, président d'un pays, dont en général il ne connaissait ni l'histoire ni la géographie. Il leur mettait un tarif avant. Non, il demandait qu'est-ce qu'on a comme commerce avec oui, c'est tout. Parce que ce qui l'importe, c'est un trade. C'est faire du business. Bon, ça c'est le premier point. Et je pense que son accession ou son élection valide la sortie ou valide la reflation pérenne, la pérennité de la reflation américaine. Parce qu'on a eu l'épisode d'inflation Covid, mais ensuite, il y a eu des moments de doute sur le fait que l'inflation... Est-ce qu'on va revenir à la stagnation séculaire ? Oui, ou bien est-ce qu'on revient dans les périodes où taux et actions étaient, etc. Donc, est-ce qu'on revient dans un monde qui est plus, entre guillemets, normal ? Et là, il a validé par son élection l'idée d'une reflation américaine, ce qui ne veut pas dire que ça veut dire que les marchés disent aujourd'hui 2% de croissance, voire 2,5 ça va, 2 ou 2,5 d'inflation ça va, et on va y arriver. Et c'est ça la reflation ? Ça veut dire qu'on revient à un monde où on n'est pas en train de lutter pour refléter l'économie. Il faut quand même se souvenir que les banques centrales ont fait ça 15 ans. Donc lui, il valide ça. C'est un jeu dangereux quand même. Après le traumatisme du choc inflationniste, il sait qu'il allait gagner l'élection là-dessus. Il a il a utilisé cette corde jusqu'à l'extrême. Je ne suis pas sûre que je pense que c'est sa conviction. Je pense que c'est plus profond que ça. Je pense qu'il est dans une conviction de croissance. Non, mais il sait qu'attention, il sait que l'inflation, le traumatisme et la perception de l'opinion publique sur l'inflation est quand même un sujet encore très sensible aujourd'hui. Mais il ne veut pas d'inflation. D'accord, on est d'accord. J'ai bien parlé de reflation. C'est-à-dire que pas rebasculer dans le monde d'avant. Voilà. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a quand même la période Covid nous a fait basculer d'un monde déflationniste à un monde tout d'un coup incroyablement inflationniste. D'accord. Mais il ne faudrait pas que ce soit perçu par son électeur comme étant un monde inflationniste. Non, mais ça, c'est pas du tout ce dont il est question. Là, je parle des marchés financiers. D'accord. Donc, le scénario dans lequel on ne retourne plus en déflation, il est bon pour les marchés financiers. Bien sûr. En revanche, et il est bon pourquoi ? Parce qu'on sait que quelqu'un comme Trump est très attaché à la croissance. D'ailleurs, sur les doutes que la Fed va faire quelque chose, soit en décembre, soit en janvier, je pense qu'elle fera quelque chose, alors l'un ou l'autre, 25 points de base ou une réunion ou l'autre, simplement parce qu'elle a un double mandat que n'a pas la BCE, elle doit veiller au plein emploi. Et on a quelques signes timides, mais néanmoins quelques signes que l'emploi ralentit et que le chômage remonte. C'est timide, mais en toute logique, elle peut tout à fait baisser de 25 points de base, alors que le marché se compte une fois là, une fois là. D'autant que Trump n'est pas encore installé. Mais même quand il sera s'il était installé. En termes d'agenda, il peut mettre en œuvre rapidement, dans un cadre transactionnel, des augmentations de tarifs douaniers avec tel ou tel pays, ça, il n'y a pas de problème. Il peut mettre en œuvre immédiatement le gel des réglementations. Il peut mettre en œuvre la déréglementation. En revanche, tout ce qui va être de l'ordre du budget exige un process avec les deux chambres, etc., et n'aura d'effet qu'en 2026. C'est pas du tout immédiat. D'accord. Donc tout ne va pas arriver en même temps. Ah non, pas du tout. Et c'est parce que le marché price ça. Non, pas du tout. Il price pas ça. Il price, et c'est intéressant, quand on regarde la façon dont les taux sont remontés, ils sont remontés parce que la prime de terme est remontée, ce qui est le signe caractéristique du fait que le marché dit c'est bon, on est repassé dans un monde normal. Alors qu'en prime de Europe, terme positive désormais. Voilà. Alors qu'en Europe, les problèmes qu'on a sur la croissance font peur. Comment on évite je sais pas, d'arriver à un taux neutre réel négatif là, en zone euro ? La réunion de la BCE, c'est le 12 décembre prochain. Il y a évidemment la nouvelle élection la plus importante du monde, le 23 février, les élections fédérales en Allemagne. Mais avant ça,
tout repose comme à chaque fois sur les épaules de la Banque Centrale Européenne. Moi, je suis toujours frappé, on parlait des écarts. Bon, on a Isabelle Schnabel qui nous dit qu'on est quasiment au taux neutre aujourd'hui, à 3%. Non, mais elle le dit sans rigoler. C'est la taux neutre réel et l'autre taux neutre nominal. Alors, j'entends, taux neutre nominal. Non, je ne crois pas qu'il fasse cette erreur quand même. Je ne crois pas. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'Isabelle Schnabel fasse cette erreur-là. Et il faut Villeroy de Galhau qui s'exprime aujourd'hui. Il faut garder toutes les options. Donc, si on est proche du taux neutre pour Isabelle Schnabel, évidemment, ça veut dire allez, quelques baisses de taux et ensuite on regarde ce qui se passe. Attention, le risque est toujours de s'aventurer trop vite, trop loin dans les baisses de taux. D'autres discours commencent à être radicalement différents. Donc j'imagine que la charge qui incombe à Christine Lagarde de former le consensus, qui est déjà une charge compliquée, va l'être encore plus peut-être à l'occasion de la prochaine réunion. Incontestablement, les temps vont être très compliqués. Je pense que Christine Lagarde a une vue, une sensibilité politique également qui est plus importante que Isabelle Schnabel, par exemple, et bien d'autres. La difficulté, c'est comment les uns et les autres abordent la baisse de l'euro et le risque de la devise. Et je pense que Isabelle Schnabel est très regardante. Eh bien, oui. et que ça peut être un avis partagé par bien d'autres. Ce qui veut dire elle a peur de quoi, de l'inflation. Elle a peur de quoi? De l'inflation importée? Mais oui. Ah bon, d'accord. Ça marche plus, le mécanisme des matières premières, etc. Bon, enfin, et puis même, c'est l'euro. Il faut se souvenir quand même de ce qu'étaient les Allemands et la... Oui, non, mais je sais. Voilà, je ne défends pas, c'est pas mon opinion, j'essaye de comprendre. Oui, mais on essaye, bien sûr, le raisonnement. À la place, et de ce raisonnement. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? À mon avis, ça ferme pas la porte à une baisse des taux, une nouvelle baisse des taux en fin d'année, clairement. Mais je pense pas que la porte des 50 points de base, par exemple, de baisse des taux soit ouverte. Alors là, je pense qu'il y en a déjà certains qui doivent monter au plafond à imaginer qu'on ose suggérer un tel mouvement. Et puis, on va mettre en face l'euro, on va mettre les frémissements sur la croissance des crédits ou de la masse monétaire, frémissements. Alors, effectivement, depuis une semaine, on ne peut plus mettre les indicateurs allemands dans la balance parce qu'ils repiquent du nez. Et on espère juste que c'est un petit froissement lié aux inquiétudes politiques domestiques, mais on n'est pas certain non plus, parce que finalement, on ne voit pas trop non plus ce qui pourrait créer une dynamique exceptionnelle. Donc, je pense que la BCE devrait pouvoir continuer. Moi, j'ai deux fois 25 points de base. C'est tout. Et c'est tout. Et c'est tout. C'est tout parce que j'ai que 2 fois 25 points de base. J'ai conservé 2 fois. Parce que le marché, il envoie encore 150 là. Et je ne vois pas du tout la BCE s'engouffrer et poursuivre. Alors peut-être qu'il y aura un quart de point en plus, mais il me semble que le jour où la Fed arrête de baisser ses taux, la BCE arrêtera à cause de la devise. Alors le contexte peut évoluer en fonction du discours protectionniste. Et c'est là que la négociation possible, les élections allemandes, qui devraient quand même faciliter l'échange avec Donald Trump, peuvent du coup redonner un petit peu de latitude. Mais fondamentalement, c'est difficile d'envisager que la BCE aille très loin. Ouais. Est-ce qu'on peut dire, il nous reste vraiment quelques minutes à peine, mais un mot du cas français? Je sais que vous avez écrit, je crois, Valérie, sur le CAC, il n'y a pas quelques jours, là. J'ai vu passer. Oui. Bon, pour dire quoi? Qu'il n'y a pas grand-chose à attendre? Oui, que c'est pas l'endroit où il faut investir. Et effectivement, ce qui se passe sur les marchés obligataires, donc là, pour le coup, c'est la politique française qui est en cause. Il n'y a pas de contagion, déjà, Non, on parle bien de politique française. Non, mais c'est intéressant à noter. Il n'y a pas de phénomène de contagion autour du Non. Et puis, de toute façon, c'est assez atypique qu'un écart de taux s'écarte alors que les taux sont en train de baisser. Normalement, les tensions, elles arrivent quand les taux sont en train de progresser. Donc, or, le mouvement, là, il a bien eu lieu dans ce sens-là. Donc, c'est bien uniquement un problème franco-français. Ça pèse sur le CAC 40. Donc, en termes d'allocation d'actifs, il faut plutôt chercher des concurrents aux sociétés françaises qui peuvent plaire, parce que bien entendu, il y a des choses qui peuvent être intéressantes. C'est normal que le CAC soit affecté par ça, parce qu'on a souvent l'habitude de dire que les entreprises
qui ont la chance d'être cotées au CAC 40, sont des entreprises globales, mondialisées. Elles ne font pas toutes une partie majoritaire de leur chiffre d'affaires en France, par exemple. Moi, j'ai tout vu, je suis prête à tout voir. Toujours, ça m'est égal. Mais c'est vrai que normalement, dans les modèles, quand même, le taux d'intérêt qu'on entre, il a une petite incidence. Et le taux d'intérêt français par rapport aux autres, il s'écarte. Voilà, tout doucement, tranquillement. Je ne pense pas que ça va être la catastrophe demain. Mais on est plutôt sur une pente avec un taux qui s'écarte et une BCE qui, pour le moment, ne fait rien, ne dit rien. Et je ne suis pas sûre que... Enfin, c'est un autre sujet, mais il n'y a rien d'annoncé qui soit prévisible pour franchement... changer la situation. Enfin, ils ont même dit le contraire. Donc, Véronique, vous avez écrit aussi un peu sur la France, j'imagine ? Oui, bon, là, j'ai écrit sur la France pour pleurer. Mais maintenant... moi, alors, curieusement, je n'ai pas la même vision du marché. Bien évidemment, je regarde ce qui se passe en France, j'associe le risque politique et puis les tendances du CAC et je me dis, oui, c'est clairement pas le moment d'acheter. Et en même temps, je me dis, oui, mais là, on va peut-être toucher des points qui vont provoquer quand même des réactions. Et j'ai plutôt envie de dire, préparons-nous quand même à la possibilité de racheter ce marché à partir de points, le prochain support, prochaine zone de support, et de regarder un peu qu'est-ce qui pourrait faire du sens. Alors, c'est pas facile, hein. Surtout si on considère que le luxe, c'est encore trop tôt. Donc déjà, boum, que les pétrolières, Total, etc. Bon, avec Trump qui va creuser partout et qui veut diviser par 2 les prix du pétrole, je ne pense pas qu'il y arrive, mais enfin, pour l'instant, on est dans cette logique. Voilà, puis la demande mondiale est ce qu'elle est. Bon, bref. Donc après, on racle, on va chercher certaines industrielles. Ah bah oui, il y en a quand même qui surpassent largement les frontières européennes et qui peuvent faire sens, surtout si on se dit l'Allemagne, elle pourrait quand même grappiller un petit peu de croissance proposée par les États-Unis. Et donc voilà, moi je suis plutôt dans cette réflexion-là. C'est très prudent, vous avez compris qu'on n'y va pas. Non, mais comme pour les US, on commence à réfléchir à l'idée d'arrêter d'en remettre sur les US. Et on commence à réfléchir à l'idée d'arrêter de vendre peut-être les actions françaises. Par rapport au S&P, on est sur un plus bas historique depuis 90. Bon, quand même, ça interpelle. On suivra ça. Les prochaines heures, les prochains jours vont être importants pour la situation française du point de vue des marchés. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Riche-Flores, présidente de RF Research, Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day, Jeanne Asraf-Biton, directeur de la recherche et de la stratégie de BFT IM.